présente. Mon nom, c'est Bruno Provencher-Bordelot. Je suis avocat chez Ulex Avocat et Stratège. Donc, ça fait plusieurs années que je pratique là-bas. Je travaille en droit des affaires, principalement avec des PME dans le domaine technologique, un peu comme tous les avocats du cabinet. Disons que j'ai peut-être un intérêt ou une expertise un peu plus pointue là, au niveau de la vie privée. J'ai fait une maîtrise en commerce électronique dont le sujet était principalement la protection de la vie privée dans un contexte technologique. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va parler de données personnelles avec une certaine saveur là, de crise pandémique à travers tout ça. Là, donc, en quoi ça peut affecter à ce niveau-là. Il y a différents thèmes qu'on va aborder. Donc, 4 questions en quarantaine. C'est le thème de nos courtes présentations, là, 2 fois par semaine. On aborde un sujet en 4 questions. Donc, ce n'est pas nécessairement l'occasion d'aller vraiment en très grande profondeur dans le sujet, mais ça nous permet d'aborder certains éléments là, qui sont peut-être plus pertinents avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc, je vous présente un peu le plan. Donc, le titre, protection des données en isolement. Donc, on va parler un peu de protection des données d'une façon plus générale et en quoi est-ce que les mesures actuelles causent des enjeux ou font ressortir certains enjeux qui existent tout le temps, mais qui sont peut-être plus aigus en ce moment. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Et en 4 questions, parce que c'est le format qui est privilégié. Donc, on va commencer par des questions peut-être plus générales. Je ne connais pas le niveau de connaissance de chacun sur les données personnelles, renseignements personnels et la protection de la vie privée. Donc, on va quand même faire un petit peu de background au début. Donc, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? On va regarder c'est quoi. Des fois, ça peut apparaître évident, mais ce ne l'est pas nécessairement toujours. On va s'attarder un peu à savoir pourquoi est-ce que penser ou planifier ces opérations autour des données personnelles, c'est important. Qu'est-ce qui s'applique? Quelles sont les obligations, notamment pour des PME? Ensuite, peut-être le cœur du sujet, si on veut, là, comment la situation actuelle affecte la protection des données. Donc, il y a différents thèmes. Je veux dire, c'est sûr qu'il faut continuer dans la situation actuelle à adopter des bonnes pratiques, mais il y a certains éléments qui sont modifiés. Il y a des situations qui sont un petit peu différentes. Dans le cours actuel des choses avec la pandémie et la crise que cela cause pour les citoyens et les entreprises. Et on va terminer en regardant peut-être des opportunités dès maintenant, des opportunités à venir. Est-ce qu'on peut, je veux dire, sans vouloir profiter de la crise, mais est-ce qu'on peut profiter d'un certain moment pour, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire? Est-ce que c'est le moment de prendre certaines actions et comment planifier tout ça? Donc, ce sont les 4 questions. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première question. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Et je vais commencer, en fait, tout de suite. Là, vous voyez, il y a des définitions à l'écran. Donc, renseignement personnel, données à caractère personnel. Peut-être simplement clarifier dans un premier temps, il y a souvent un peu, il peut y avoir de la confusion. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que les données, les renseignements? Bref, il y a une question de nomenclature avec ça. Essentiellement, renseignement personnel, c'est une nomenclature qu'on retrouve dans la législation, entre autres au Canada et au Québec. Et donc, vous voyez, les définitions sont toutes très semblables là, avec données. Données à caractère personnel, j'ai mis la définition qui s'applique en Europe. Donc, on a entendu beaucoup parler du règlement européen sur la protection des données. Donc, en Europe, on a décidé d'utiliser la nomenclature données à caractère personnel, données personnelles. Mais essentiellement, un renseignement, une donnée, c'est pour les fins là, des lois sur la protection de la vie privée. Il s'agit essentiellement de la même chose. Donc, c'est une pièce d'information qui concerne une personne ou un individu qui est identifiable. Identifié ou identifiable, en fait, et c'est quand même relativement important, là, cette distinction-là. Parfois, c'est facile de penser que si on a des données, si on n'a pas de nom associé à certains renseignements,
Et on n'est pas en présence à ce moment-là d'un renseignement personnel ou d'une donnée personnelle, alors que il y a beau avoir pas nécessairement de nom qui est associé, si on est en mesure de le trouver. Et là, bien, évidemment, il peut avoir, il y a différents niveaux, là, je veux dire, il y a différents niveaux d'enquête qu'on pourrait mettre en œuvre pour essayer de découvrir l'identité d'une personne. Un exemple classique, c'est par exemple si on a une base de données où on a enlevé les noms, mais on a maintenu la profession, l'adresse, le code postal, l'adresse courriel. Bon, à certains, à différents niveaux, on pourrait arriver à identifier cette personne-là à partir de ces autres renseignements-là. Donc, ça va de l'adresse courriel où on a le nom au complet, donc c'est assez évident, mais des fois, tout dépendant du type de localité, s'il y a moins de personnes dans une certaine localité, là, avec le code postal et la profession, on peut facilement peut-être trouver à qui on a affaire, même si on a retiré les informations nominatives. Donc, un élément important à se rappeler quand on parle de, si on traite des renseignements personnels, de quoi on parle et où trouve-t-on des données ou renseignements personnels? Bien, évidemment, je ne connais pas le profil de tous ceux qui se sont connectés. J'imagine qu'on a plusieurs entrepreneurs. Là, habituellement, c'est les gens qui écoutent nos webinaires. Mais dans tous les cas, toutes les PME, les entreprises, en fait, la plupart, la très grande majorité, vont avoir des renseignements personnels et vont les traiter. Les bases de données sont remplies de renseignements personnels. Donc, souvent, on va penser au nom et au courriel. Et c'est l'erreur qui peut être faite, c'est de se limiter à ça en disant, bon, ben, on n'a pas de nom, on n'a pas de courriel, ou on a des renseignements qui ne comportent pas le nom. C'est pas nécessairement, ou de dire, ah, ben, dans notre base de données, ou un autre classique, c'est dans notre base de données, on a toute une série de renseignements, mais les deux seuls renseignements qu'on va traiter comme des renseignements personnels sont le nom et le courriel. Alors que plusieurs autres renseignements, je veux dire, si on a des profils, des intérêts, des données sur la navigation sur un site web, des données sur le taux de réponse au courriel, tant que toutes ces données-là, si elles sont associées à une personne physique qu'on peut identifier, dans un sens, on sait à qui on a affaire. Puis, c'est souvent très utile d'avoir ces données-là dans un contexte de marketing, par exemple. Donc, ce seront des données personnelles et toute la législation et les obligations qui concernent les renseignements personnels vont s'appliquer aussi à ces renseignements-là, même si des fois, on peut ne pas y penser nécessairement. Donc, j'écris, vous avez les données personnelles à propos de vos employés et clients, moi, c'est certain. Et on parlera des employés un peu plus en détail tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui est pertinent dans le contexte actuel. Donc, c'est presque certain que vous avez les données sur vos employés, certainement, vos clients, tout dépendant, entreprises qui font affaire avec des consommateurs, certainement des données sur les clients. Et les entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises, ben oui, certaines données, là, possiblement pour des représentants, mais c'est beaucoup moins, dans ce cas-là, critique si on fait affaire avec surtout d'autres entreprises. Donc, bon, on trouve des données, disons, à d'autres endroits, là, mais c'est principalement dans le contexte d'une entreprise là, qui pourrait être affectée par la crise. C'est là où les données pertinentes se trouvent. Donc, on passe à la deuxième question. Alors, pourquoi les données personnelles sont-elles importantes? Ben, pour plusieurs raisons, évidemment, là, et parce que c'est utile, mais d'un point de vue juridique, parce que c'est un peu le thème là, du webinaire, je veux dire, on va regarder le point de vue juridique. Le traitement des données personnelles, c'est encadré par la loi. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ces renseignements-là. Et là, de là l'importance de bien identifier où se trouvent les renseignements personnels et qu'est-ce qui constitue un renseignement personnel ou une donnée qui est sujette à ces lois-là. Donc, je vous fais c'est sans rentrer dans le détail, là, mais au final, au Québec, on a une loi qui s'intitule la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Et il y a une loi au Canada qui est la loi sur, et là, il y a une erreur, c'est sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Donc, la portion documents électroniques, c'est vraiment, c'est à part, là, on a mis deux choses dans la même loi. Essentiellement, ce sont des lois, bon, ça se ressemble un peu, la loi, je dirais que la loi du Québec est un peu moins élaborée et un peu moins moderne. Il y a des discussions en ce moment, en fait,
sont probablement sur pause, là, mais il y avait des discussions avant toute la crise sur la modernisation de la loi au Québec. Donc, ce sont les lois là, qui encadrent ici ce qu'on peut faire avec les renseignements qu'on collecte sur nos employés, sur nos clients, comment est-ce qu'on peut, en fait, lesquels on peut collecter, lesquels ou comment on peut les utiliser, à qui on peut les communiquer. Et donc, tout ça est encadré par la loi, donc c'est pas quelque chose nécessairement qu'on peut, je veux dire, il y a une notion de consentement qui permet de faire différentes choses, mais il faut se rappeler, puis c'est important de se rappeler que ce sont des lois d'application obligatoires, là, donc on ne peut pas s'y soustraire simplement parce qu'on décide de s'y soustraire là, même dans le cadre d'un contrat, même dans le cadre d'un contrat avec un client ou avec un employé, on ne peut pas nécessairement se soustraire à toutes les dispositions. Et je mets la loi, j'ai noté le règlement qui est appliqué en Europe parce que, bon, évidemment, je suis certain que vous en avez entendu parler. J'ai mis l'acronyme également en anglais, le GDPR, en français RGPD, donc c'est le règlement général. Ça a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années. Là. Et bon, avec raison, là, je pense que c'est la loi qui est la plus stricte, si on veut. Là. Et bon, peut-être avec l'exception de la loi en Suisse, là, mais ça ressemble beaucoup au niveau du traitement de données. Et ça s'applique dans une certaine mesure, même ici, parce qu'on a donné à ce règlement-là une portée en dehors de l'Europe. Donc, et si on traite des renseignements sur des gens qui sont en Europe, ben, on est en principe soumis là, au règlement européen. L'autre raison, c'est que beaucoup d'entreprises, ça peut être une bonne idée d'uniformiser ces pratiques et de prendre le standard européen comme étant le standard qui s'appliquera. Étant donné que si on respecte le règlement en Europe, habituellement, on va respecter pas mal toutes les lois, en tout cas les plus connues au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, aux États-Unis également. Là. Si on se colle sur les standards européens, ça, on devrait être OK dans les juridictions où les entreprises ici font le plus souvent affaire. Et donc, bon, un élément important, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait un fondement pour faire le traitement de données personnelles. Quand je dis traitement, ben, on parle de faire une collecte. Collecter, ça veut dire, bon, tu sais, ça peut être prendre en note, là, mais simplement, ça peut être quelqu'un qui nous donne des informations, ça peut être collecté à l'insu d'une personne. On voit beaucoup une collecte par le biais de sites web avec des modules de pistage où on ajoute des renseignements à propos d'individus sans nécessairement qu'ils le savent. Là, maintenant, de plus en plus, on voit des petits bandeaux là, qui nous indiquent qu'on est pisté. À quel point les gens comprennent ce qui se passe, c'est une autre question. Et bon, sur quoi on peut se fonder pour alors collecter, utiliser et communiquer les données? Bon, on peut se fonder sur le consentement. Donc, il s'agit de la base. Au Québec, au Canada, c'est vraiment la base, et même en Europe également. Là, donc, se fonder sur le consentement, c'est ce qui nous permet le plus souvent là, de pouvoir faire un traitement. Donc, à quel point ce consentement-là est éclairé, bon, c'est sujet à débat. Mais dans le contexte nord-américain, il y a une notion de raisonnabilité, c'est-à-dire que si on se dit que un individu, normalement, s'attendrait à ce qu'on fasse ça avec ses données, il nous les donne ou il pose un geste pour nous les donner, bon, c'est sûr que c'est une règle très, très, je veux dire, chaque cas est un cas d'espèce, il faut se pencher s'il y a des cas limites, là. Mais en principe, il y a un facteur, appelons ça gros bon sens, c'est-à-dire que si on fait certains traitements avec des renseignements de quelqu'un auquel il pourrait s'attendre dans les circonstances, habituellement, on peut aller chercher un consentement tacite là, sans que ce soit très, très évident. Par contre, si on traite de renseignements sensibles, et là, on y arrivera parce que les données sur l'état de santé, par exemple, ce sont des renseignements sensibles où le niveau de consentement doit être un petit peu plus élevé. Donc, on ne peut pas simplement se fonder sur « Ah, ben, ça serait raisonnable dans les circonstances ». Et encore une fois, c'est ça peut être un peu frustrant là, parce que, tu sais, surtout en ce moment, il y a des circonstances exceptionnelles. Chaque cas pourrait être analysé, on pourrait faire une détermination là, à l'égard d'un cas particulier. Mais le principe général demeure qu'en principe, les gens doivent consentir à ce qu'on traite leurs renseignements. Mais il y a d'autres possibilités. Donc, par exemple, ça peut être nécessaire d'effectuer un traitement de renseignement personnel pour répondre à une demande d'une personne ou
pour remplir un contrat au bénéfice d'une personne, ou il peut avoir une permission spéciale qui est donnée dans la loi qui s'applique. Donc, dans toutes les 3 lois qu'on a regardées précédemment, il y a des dispositions qui permettent de communiquer, collecter, utiliser des renseignements ou des données personnelles sans le consentement de l'individu qui est concerné. Si certains critères sont rencontrés, là, donc par exemple, là, en ce moment, on parle beaucoup des critères d'urgence de protection de la santé des individus. Donc ça, c'est un critère, une situation qui permet plutôt, là, une situation qui permet de pouvoir traiter les renseignements sans consentement si c'est pour protéger la santé d'un individu. Et là, on verra qu'il y a peut-être une distinction là, Québec hors Québec. Mais au final, c'est peut-être des distinctions un peu artificielles, là, puis il va y avoir des possibilités de faire des traitements sans obtenir des consentements dans le cadre de la pandémie, certainement. Donc, l'autre élément qui est très important de se rappeler, c'est que, et là, on ne fait pas une étude exhaustive là, de tout ce qui s'applique en matière de protection des données, mais un autre élément, dans le contexte actuel qui est important, c'est qu'il y a une obligation de confidentialité et de sécurité à propos des données personnelles. Et donc, si, comme entreprise qui traite des données personnelles, qui en a collecté à propos d'individus, que ce soit ses employés, que ce soit ses clients, donc n'importe quel individu là, de qui on détient les données, à propos de qui on détient les données plutôt. Donc, il y a une responsabilité là, de la personne qui les détient, qui en fait le traitement, de les conserver de façon confidentielle. Donc, évidemment, parfois, ça peut être communiqué là, selon certains critères, mais en principe, à la base, c'est confidentiel et ça ne doit pas être divulgué. Et on doit en assurer également la protection. Donc, il y a une obligation de prendre des mesures de sécurité pour assurer la protection. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est peut-être chamboulé un peu dans le moment présent. Et c'est important de se rappeler que c'est une obligation, par exemple, de l'employeur ou de l'entreprise. Donc, si les circonstances changent, peut-être que nos obligations changent aussi, puis qu'on doit s'adapter et être en mesure d'assurer un certain niveau de protection pour la sécurité et la confidentialité des données. Ça nous amène à la troisième question, qui est un peu au cœur là, de ce qu'on veut discuter ce midi. C'est-à-dire que comment est-ce que la situation actuelle, oui, elle affecte la protection des données, il y a des impacts. Là, on a fait un petit background de ce qui s'applique, puis des points les plus importants qui s'appliquent dans le contexte actuel. Donc, le premier thème au niveau de la situation actuelle, ce sont la question des données sur l'état de santé. Les données sur l'état de santé, ce sont des données sensibles, donc qui ont un statut particulier aux yeux de la loi, je veux dire, dans toutes les lois. Là, donc, j'ai écrit caractère sensible ou spécial. C'est généralement nomenclature, encore une fois. Donc, on parle de sensible souvent au Canada. Donc, sensible, mais bref, ce sont des catégories où est-ce qu'on doit avoir un niveau, disons, un niveau de consentement, un niveau de sécurité, un niveau d'attention accru, parce que je pense que c'est assez simple à comprendre. Là. On ne veut pas les données de santé, le dossier médical, c'est confidentiel d'une façon peut-être plus intense que, par exemple, une adresse ou certaines caractéristiques ou un score ou là, quand on parle de score de crédit peut être confidentiel, mais peut-être dans ce qu'on pourrait débattre qu'est-ce qui est le plus sensible. Mais au final, les données sur la santé, c'est dans tous les cas dans la catégorie des données sensibles. Et habituellement, c'est quelque chose qui, oui, est traité au travers, mais peut-être pas beaucoup moins que maintenant. En ce moment, il y a eu différentes vagues, là, il y a eu une panique, ça se place un peu. Il y a des mesures qui ont été prises. Donc, dans notre entreprise à nous, tout le monde travaille à la maison. Ce n'est pas le luxe de toutes les entreprises. Il y en a qui sont fermées, il y en a qui continuent d'opérer dans une certaine mesure avec des employés à distance ou au travers. Et il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes de la part d'un de l'employeur ou des salariés à savoir est-ce qu'il y a un risque d'être contaminé s'il se présente au travail, par exemple. Donc, ça peut forcer les employeurs
avoir une tâche un peu difficile de balancer, de dire est-ce que je devrais demander à mes employés certaines informations sur leur état de santé, faire des tests, est-ce que je dois empêcher quelqu'un de venir au travail sur la base qui a eu un résultat de test positif, et notamment, est-ce que je dois informer, et c'est là que le droit de la vie privée prend toute son importance, c'est est-ce que je dois informer un autre ou les autres salariés d'un résultat positif à un test à COVID-19, par exemple, pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre des mesures si on est en contact avec une personne ou qu'ils puissent décider de ne pas se présenter au travail pour leur propre sécurité, par exemple, ou la sécurité de leurs proches. Donc, habituellement, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement abordé au quotidien dans l'entreprise, de savoir est-ce que je dois parler aux autres d'un diagnostic d'un employé. La réponse à ça est en principe un non assez catégorique. Ici, ça peut être un petit peu plus délicat. Et je pense que le mot d'ordre, c'est d'être, comment dire, c'est de planifier son intervention et de divulguer le minimum possible. Il y a un principe là, en protection des données qui est la minimisation des données. Donc, on devrait collecter le minimum nécessaire. On devrait aussi communiquer le minimum nécessaire pour atteindre une finalité. Donc, si on a besoin, de mentionner aux autres employés qu'un employé, par exemple, travaillera de la maison ou sera en arrêt, on n'est peut-être pas obligé de dire qu'il y a eu un diagnostic. Ça se peut que dans certaines circonstances, on soit obligé de le faire. Mais il faut y penser avant, puis il ne faut pas avoir l'erreur de dire, ben, étant donné que c'est une situation qui est exceptionnelle, ben, toutes les règles de confidentialité sont levées et on n'est pas obligé là, de maintenir la confidentialité des données de santé, par exemple, d'un employé. Donc, malgré que l'organisation du travail va être complètement changée, il peut y avoir des situations particulières. Et peut-être que dans certains cas, surtout dans les plus petites entreprises, ben écoute, les gens vont être capables de deviner ce qu'il y en est. Mais bon, la recommandation que je ferais, c'est de pas, même si peut-être les gens pourront deviner, de ne pas faire exprès pour faire une divulgation, à moins qu'il y ait une raison, peut-être s'il y a une panique ou s'il y a une inquiétude, on peut vouloir le calmer, peut-être que dans les circonstances, c'est raisonnable, mais de ne pas nécessairement volontairement, là, dès le départ, divulguer l'information médicale à propos des employés. De la même façon, l'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs provinces. Ça donne les coups des franches à certains organismes publics là, pour faire différentes choses, mais entre autres pour aller chercher de l'information. Donc, les autorités de la santé publique, dans toutes les lois d'application de protection des renseignements personnels ou de protection de la vie privée au Canada, il y a des permissions pour les autorités d'aller chercher des données, de demander la communication de données dans un contexte où il y a un état d'urgence ou en tout cas où ils ont un mandat de le faire, même si ça n'a pas nécessairement besoin d'être un état d'urgence. Et donc, en ce moment, certainement, les autorités de la santé publique ont le droit, dans une certaine mesure, d'aller demander de recevoir des données qui, normalement, seraient confidentielles. Et à propos, par exemple, d'un employé ou d'employé d'un employeur. Et donc, ça sera à eux de faire la détermination de faire leur demande. Mais à ce niveau-là, encore une fois, même si certainement, je pense que les employeurs n'auront pas le choix, les entreprises n'auront pas le choit de divulguer certaines données. Ça peut être sur les employés, ça peut être d'autres types de données, dépendant du domaine de pratique. Là. Mais encore une fois, il faut garder à l'esprit, ça se peut que pour atteindre le but là, d'une autorité en santé publique, il n'est pas nécessairement vrai qu'on doit divulguer l'ensemble de l'information. Donc, peut-être, par exemple, que l'identité des personnes qui ont été testées ou l'identité des personnes qui ont été infectées à la COVID, ce n'est peut-être pas nécessaire. Donc, il faut poser la question. Et le moins qu'on peut en donner, le moins qu'on s'expose à des problèmes potentiels. Donc, je ne vous dirais pas, l'idée, c'est pas de dire non à la santé publique. C'est sûr que si vous dites vous devez nous donner ça, ben on peut, dans le contexte actuel, je pense que dans la plupart des cas, on peut s'y conformer. Mais c'est peut-être de poser des questions, de voir si c'est nécessaire
puis c'est pas vous qui êtes en train simplement d'en donner plus qu'il est demandé. Un autre élément qui entre en ligne de compte au niveau de la protection de la vie privée, la surveillance des salariés. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont en télétravail, beaucoup plus qu'habituellement, et dans certains cas, c'est une situation qui est nouvelle et qui n'était pas, pour laquelle il n'y avait pas nécessairement de processus en place là, dans les entreprises. Donc, on peut être tenté ou on peut être un peu inquiet, les employeurs peuvent être un peu inquiets à savoir si le travail va être effectué, si la prestation de travail va être faite comme elle était donnée lorsqu'on était sur place. Alors, bon, à ce niveau-là, c'est ça. C'est peut-être ça peut être tentant de mettre en place des mesures de surveillance qui sont plus intrusives que celles qu'on avait quand tout le monde travaillait au bureau. Là-dessus, je dois dire, bon, la surveillance salariée, c'est quelque chose qui est possible. Puis, tu vois, peut-être qu'on aura une capsule sur la gestion des ressources humaines en temps de crise. Là, puis, je pense qu'il y a des subtilités dans lesquelles on n'entrera pas maintenant. On parle vraiment de l'aspect vie privée en ce moment. Et donc, aller chercher des renseignements par surveillance sur les employés, oui, c'est possible. Il y a un certain droit de le faire comme employeur de par son statut. Là, donc, et c'est prévu dans plusieurs lois sur la protection des données personnelles qu'il peut y avoir une collecte, une utilisation pour les fins d'assurer un devoir de gestion d'employeur. Mais encore une fois, surtout si ce sont des nouvelles mesures, l'important, un élément clé, c'est d'informer les salariés. Donc, ça peut être d'adopter une politique, ça peut être simplement leur donner une notice, leur expliquer à l'avance, plutôt qu'essayer de faire de la surveillance un peu en catimini pour essayer d'attraper quelqu'un. Pas nécessairement la meilleure approche parce que il y a un concept de consentement, il y a un concept d'attente raisonnable, on en a parlé tantôt, c'est-à-dire qu'on peut se fonder sur un consentement tacite. Est-ce que l'employé peut refuser unilatéralement de dire ben, vous n'allez pas surveiller mes courriels? Pas nécessairement. Mais lorsqu'on l'a informé, ça fait en sorte que bon, il y a moins d'attente au niveau vie privée par rapport à ses courriels, par exemple, ou par rapport à l'utilisation de son ordinateur de bureau qu'il utilise à la maison maintenant. Donc, encore une fois, le mot d'ordre, c'est d'informer, d'adopter des politiques claires. Donc, dans ce contexte-là, ben, les gens sont informés, puis on a moins de chances de se retrouver avec des problèmes par la suite. Donc, les problèmes peut-être surgiront pas tout de suite, mais on ne veut pas que ça surgisse non plus à la fin de la crise, nécessairement. Donc, je passe à une prochaine slide qui touche à la confidentialité des données. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Il y a une obligation pour les employeurs ou les entreprises, en fait. Là. Et donc, les employeurs, ça touche les données des employés, mais surtout les données des clients, toutes les données personnelles qu'une entreprise va gérer là, au cours de son existence. Une obligation d'assurer la confidentialité et la sécurité. Et bon, ça touche les données personnelles ou des données qui ne sont pas des données personnelles aussi. Je pense qu'on va en parler en même temps là, parce que on a une obligation de confidentialité et de sécurité sur d'autres types de données, d'autres types de renseignements. Pas nécessairement simplement les renseignements qui touchent des individus. Donc, par exemple, si on a des données confidentielles d'affaires sur des clients, si on a nos propres données confidentielles d'entreprise qu'on ne veut pas nécessairement qu'ils soient divulguées ou diffusées là, au public. Et même si on n'a pas nécessairement d'obligation envers d'autres personnes, on veut conserver la confidentialité de ça, mais ça touche aussi aux données personnelles. Et c'est là que ça peut être problématique dans le sens que quand on parle de ses propres données, ben, on est les seuls là, vraiment à en subir les conséquences, alors que si on parle de données personnelles qui appartiennent pas nécessairement qui appartiennent, mais qui concernent d'autres personnes, on a des obligations envers eux et ben, il y a un chien de garde là, qui peut venir nous reprocher d'avoir pas pris les bonnes mesures éventuellement. Donc, il y a différents axes là-dessus où la crise actuelle affecte le traitement confidentiel ou le maintien de la confidentialité de données. Beaucoup de monde en télétravail, on vient tout juste d'en discuter.
Donc, ce sont des situations qui peuvent causer poser des risques accrus au niveau de la sécurité, par exemple, et surtout pour les entreprises qui ne sont pas habituées de fonctionner en télétravail. Donc, certaines entreprises, maintenant, de plus en plus, on voit ça, là, qui sont équipées pour fonctionner en télétravail. Les employés travaillent 2 jours semaine en télétravail. Donc, la plupart du temps, bon, ces entreprises-là ont eu le temps de mettre en place un système qui assure un certain niveau de sécurité, un certain niveau de fonctionnalité. Mais si on met en place du télétravail en catastrophe, parfois, on peut prendre des raccourcis. Et c'est là qu'il faut toujours garder à l'esprit que les engagements qu'on a pris, quand on a collecté des renseignements personnels, par exemple, on a bâti une base de données avec les clients, les renseignements des clients, les renseignements des employés, eh bien, le fait qu'il y ait une crise en ce moment ne peut pas nécessairement excuser un bris de sécurité qui est lié à quelqu'un qui est en télétravail. Donc, il y a différents outils qui sont possibles. Je veux dire, c'est sûr qu'il faut travailler avec ces experts en technologie de l'information, pardon. Le mot m'échappait. Et donc, mettre en place un VPN, mettre en place l'authentification à 2 facteurs. Et si les gens utilisent leur propre matériel, encore une fois, bon, au lieu d'utiliser certaines entreprises fournissent des ordinateurs portables, fournissent des appareils mobiles, ce qui est facile à porter à la maison. Dans l'autre cas, les ordinateurs de bureau un petit peu plus compliqués d'apporter à la maison, il y en a qui le font, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, est-ce que quelqu'un va travailler avec son propre matériel, son propre ordinateur? À ce moment-là, bon, on ne sait pas ce qu'il y a sur cet ordinateur-là, on ne sait pas s'il peut avoir des failles de sécurité. Souvent, on a moins de contrôle. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec les professionnels des technologies de l'information pour s'assurer que l'ordinateur qui va être utilisé par l'employé va permettre un niveau de sécurité qui est au moins semblable là, à ce qu'on avait au bureau et qui est approprié eu égard aux renseignements qui vont y être traités. Donc, tu sais, peut-être pas nécessaire qu'un employé download l'ensemble de la base de données sur son poste. Ça, c'est une mesure de sécurité aussi qui est souvent qui est très simple, qui n'est pas technologique, qui n'est pas high-tech, c'est pas très excitant, mais simplement de dire, ben, on va juste minimiser le type de données qu'on va amener sur un certain poste ou sur un certain appareil parce qu'on ne sait pas c'est quoi le niveau de sécurité. Comme ça, si on laisse la donnée sur le serveur, on a moins de chances qu'il y ait un bris. Parfois, on n'a pas le luxe de faire ça parce qu'il faut travailler dessus, là, mais si on n'en a pas besoin, encore une fois, un principe de minimisation, si on n'a pas besoin, on n'a peut-être pas besoin, si on n'a pas besoin au quotidien, pas besoin de le transférer et sur un autre support qui est potentiellement plus vulnérable où on ne sait pas, par exemple, si c'est plus vulnérable ou non. Le télétravail amène aussi certains nouveaux outils. Et là, un autre risque de sécurité qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement des failles techniques, mais les failles humaines, ça arrive beaucoup aussi. Plusieurs bris de sécurité sont liés à des failles humaines. Là. En fait, presque beaucoup plus souvent là, que des failles techniques. Donc, les nouveaux outils, bon, de montrer à son monde comment utiliser les nouveaux outils, très important. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est très simple et qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation parce que c'est intuitif. Mais il peut y avoir des choses qui paraissent intuitives pour une personne qui ne le sont pas pour d'autres, qui ne sont pas habitués. Et ça peut amener à des situations fâcheuses, partage de documents avec. Bon, on commence à utiliser Dropbox, par exemple, parce que là, on est en télétravail, on n'a jamais fait ça, mais on dit OK, tout le monde installe Dropbox, version gratuite, parfait. Et là, quelqu'un sélectionne mal le partage et partage ça avec une liste de courriels qui sont externes à l'organisation. Ça peut rapidement débouler sur des problèmes. Donc, surtout si on utilise un nouvel outil là, qui est complètement différent, par exemple, pour partager les documents, pour communiquer entre différents employés, très important d'au moins se pencher sur l'outil, de savoir c'est quoi les failles, où est-ce que quelqu'un pourrait se tromper, là, puis causer quelque chose, causer un bris de sécurité, et au moins d'adresser avec l'équipe ces points-là qu'on identifie
comme étant les plus importants. Là. Et idéalement, d'avoir une formation pour montrer à tout le monde comment s'en servir. Je pense que ça peut être aussi très intéressant au niveau productivité. Et bon, le dernier élément, fraude et hameçonnage. Donc, bon, évidemment, la crise a amené certaines personnes très créatives à raffiner leur technique de fraude et d'hameçonnage. Donc, c'est un parfait contexte pour réaliser un hameçonnage. Les gens sont un peu à vif, ils ont soif d'informations, sont anxieux. Donc, ça peut être plus tentant qu'à l'habitude de cliquer sur le courriel qui a l'air d'arriver du ministère de la Santé ou de la direction de la santé publique et de se faire hameçonner, cliquer, downloader un code malicieux qui va pouvoir causer un bris de sécurité et causer un bris de confidentialité de données personnelles, par exemple, qui peut nous mettre dans le trouble par la suite. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Encore une fois, sensibiliser les employés, dire on ne clique pas sur les courriels normalement. Les autorités ne devraient pas envoyer des courriels de masse aux adresses professionnelles des gens. Et si on a un doute, ben, on demande à quelqu'un d'autre. Souvent, à 2-3, on peut se faire une tête sur est-ce que ça vient vraiment d'une source légitime ou s'il s'agit d'un courriel d'hameçonnage. Donc, redoubler de prudence en ces moments. Et on regardera tantôt, il y a certaines ressources là, que j'ai identifiées qu'on pourra regarder à ce niveau-là. Donc, au niveau, là, puis surtout de la réponse à la crise actuelle, je vous ai mis les sites. Évidemment, nous, on est là pour vous aussi. Donc, ULEX, on peut répondre à vos questions s'il y en a qui ont des situations particulières. C'est sûr que là, c'est des informations générales. On peut pas, on ne rentre pas dans les cas particuliers là, dans le cadre d'un webinaire, là, mais ça peut être utile, là, si on a un cas particulier, de consulter quelqu'un professionnel qui peut nous aiguiller en fonction des paramètres précis du dossier, là, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, puis vous l'avez vu, là, il y a beaucoup d'éléments qui sont, on est dans qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui est un équilibre entre la protection de la vie privée puis la protection des autres salariés. Donc ça, c'est un exercice qui peut être difficile à faire là, de façon générale, mais qui doit être fait sur une base de cas particuliers. Donc nous et d'autres professionnels sont là pour vous aider. Et pour aller chercher de l'information peut-être plus générale, au-delà de ce qui a été dit aujourd'hui ou pour rafraîchir la mémoire, il y a le site du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Donc, je vous mets l'adresse ici. Et peut-être que je vous montrerai à la fin, là, mais j'ai peur de complètement dérégler la présentation si on sort de la présentation sur le navigateur. Donc, l'adresse est là. Et au Québec, Commission d'accès à l'information, donc c'est le même principe. Là, on a vu les deux lois au début de la présentation. Chacun des organismes est responsable de l'application de la loi, d'une part au Canada ou au Québec. Et certaines entreprises, au Québec, en ce qui concerne les employés, c'est la Commission d'accès à l'information qui a la juridiction la plupart du temps, sauf si on est une entreprise fédérale. Et en ce qui concerne les clients et d'autres personnes, ça dépend si on a des affaires partout au Canada, c'est possiblement le commissariat canadien qui a la compétence. C'est là qu'il faut aller chercher son information. Donc, pour les entreprises du Québec, là, des fois, il y a deux paliers, mais ça se ressemble quand même là, au final. Là, je pense qu'on peut s'aligner sur l'un ou l'autre. Puis au-delà de très particuliers là, pour lesquels peut-être vous pouvez aller chercher du conseil expert, mais sinon, on parle des mêmes principes de manière générale. Et c'est ça qui nous amène à la dernière question. Quelles sont les opportunités actuelles à venir? Est-ce qu'il peut y avoir des opportunités de cette crise? Bonne question. On va regarder ça rapidement. C'est-à-dire que bon, la première opportunité, si on veut, entre guillemets, là, que j'ai identifiée, c'est bon, certaines entreprises ont du temps libre, encore une fois, en gros guillemets, c'est-à-dire qu'on n'aimerait mieux pas en avoir, mais peut-être qu'il y a une baisse de régime, peut-être qu'on a un peu moins de commandes. Et bon, certains sont obligés de mettre à pied beaucoup de monde, d'autres peut-être peuvent continuer à faire des projets spéciaux qu'on n'a jamais le temps de faire parce que ça va trop vite et ça roule beaucoup. Donc, ça peut être le temps de mettre à jour ses politiques. Ça peut être le temps d'analyser son traitement des données personnelles. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises, surtout les plus petites entreprises, les PME, font pas souvent. Les grosses entreprises vont
vont souvent faire ça. Ils vont avoir un département, ils ont des gens qui sont affectés à ce type de projet-là. Alors que dans les petites PME, ben souvent, on met ça de côté. On va, à un moment donné, si on a une question, appeler l'avocat pour avoir une politique. Mais il y a un élément important en protection de données qui il faut analyser ce qu'on fait comme entreprise. Et il faut, si on veut bâtir une politique qui a du sens, il faut y mettre le temps, puis il faut y mettre l'énergie comme entreprise. Donc, ce n'est pas nécessairement simplement là, de prendre un modèle sur Internet ou de demander à son avocat de nous faire un truc à standard. Il y a une introspection à faire pour se demander qu'est-ce qu'on fait avec la donnée, ça va être quoi le traitement qu'on va y faire, à qui on va la communiquer, est-ce qu'on a des sous-traitants qui s'occupent de ça, est-ce que notre contrat avec notre sous-traitant traite de données. Et c'est quelque chose qui n'était pas beaucoup dans le paysage là, et dont personne, pas personne, mais dont les petites entreprises ne s'occupaient pas tant jusqu'à quand même récemment. Puis c'est le règlement européen, en tout cas en partie, là, qui a un peu changé la donne, où de plus en plus, il y a des demandes de clients, de partenaires d'affaires à ce niveau-là qui sont assez pointues, et notamment dans la matière de sécurité. Donc, c'est peut-être l'occasion de se pencher là-dessus. Quand je dis documenter, c'est un peu ça le nerf de la guerre. Souvent, on est complètement conforme, mais on n'a pas documenté. Puis, notamment dans le cadre du règlement européen, c'est un élément qui est très important. C'est-à-dire que pour être conforme, ce n'est pas tant de simplement faire attention et d'avoir des pratiques, mais il faut les documenter. Il faut avoir un registre des traitements, par exemple, donc qui peut être un tableau, il y a différentes façons de le faire, mais en gros, l'idée, c'est de savoir des cas, de dire, ben voici, nous, le type de données qu'on a, puis le type de traitement qu'on fait sur ces données-là. Et ça prend du temps. Et si on n'a pas quelqu'un qui est dédié à ça, mais ça peut être un petit peu compliqué à faire, surtout si on est très occupé. Donc, c'est possiblement un moment pour pouvoir prendre le temps de faire ces activités-là là, qui sont parfois un peu rébarbatives, mais qui, notamment si vous avez souvent des questions de partenaires d'affaires, peuvent être payantes à long terme, même à moyen terme, là, parce que de répondre à chaque fois, ça peut être compliqué, puis ça peut prendre plus de temps dans un cycle de vente, par exemple. Alors que si on est prêt et qu'on a toute notre documentation en place, c'est intéressant au niveau du cycle de vente. Ça peut être intéressant également si jamais il y a une enquête. Évidemment, on ne veut pas ça, on ne veut pas qu'il y ait d'enquête, mais s'il y en a une, ça peut être, on peut être mieux préparé si on a bien documenté ce qu'on fait. Autre opportunité, je veux dire, j'ai mis données ouvertes, solutions, opportunités. De plus en plus, on entend parler, puis ça se fait beaucoup au niveau des gouvernements. On utilise la donnée personnelle pour tracker l'épidémie, savoir où ça s'en va, déterminer c'est quoi les prochaines mesures qui vont être prises. Il y a des questions qui se posent au niveau vie privée, là, au niveau Big Brother gouvernemental notamment. On sait qu'en Corée, par exemple, là, ils ont utilisé des signaux de cellulaire pour pouvoir regarder et déterminer où sont allées les personnes infectées ou non. Mais il y a possiblement des opportunités pour des entreprises qui sont dans le domaine de l'analyse de données. Éventuellement, est-ce que les gouvernements vont se tourner vers ça? C'est sûr qu'on est dans une crise où la gestion de crise se fait au niveau gouvernemental, là, donc ce n'est pas nécessairement l'entreprise privée là, qui va s'occuper de ça, mais est-ce qu'il y aurait besoin de support? En ce moment, il y a beaucoup d'initiatives pour impliquer les entreprises privées dans le combat contre le nouveau coronavirus. Est-ce que l'analyse de données peut en faire partie? Entreprises qui sont spécialisées là-dedans, à vous de vous manifester et de proposer des solutions, c'est-à-dire que le gouvernement pourrait, dans l'état actuel des choses, réquisitionner des données et demander d'avoir accès à différentes données, comme il était fait en Corée. Et encore une fois, il faut être capable de les analyser, donc ça pourrait être une opportunité pour les entreprises qui ont cette capacité-là à pouvoir les aider à ce niveau-là.